Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Atelier e-santé. Nous sommes le 31 mai 2013 et j'ai plein de nouvelles passionnantes parce que je suis en contact avec la Californie, l'Inde et la Chine en ce moment. Donc pour ce qui se passe sur le séquençage du génome, j'ai pas mal de petites infos assez intéressantes. Alors je vais commencer par parler de la réédition en livre de poche pocket du livre d'Angèle Lieby, ou Libby, je ne sais pas bien comment ça se prononce, excusez-moi. Une larme m'a sauvée, témoignage. On la croyait dans le coma, elle ressentait tout, le récit d'une survivante. Alors Angèle Libby explique comment les médecins ont pensé qu'elle était dans le coma et comment elle a suivi tout ce qui se passait jusqu'à son pronostic de fin de vie, le don d'organes envisagé, etc. Mais sa fille n'a pas cru à sa mort parce qu'elle a vu une larme que versait sa mère à l'écoute de ces sombres nouvelles. Visiblement, elle n'arrivait pas à manifester de par les mots ou par d'autres réactions qu'une larme, une simple larme, le désarroi qu'elle ressentait. Sa fille a vu cette larme et elle a été sauvée, entre guillemets. Et puis aujourd'hui, elle va bien et donc elle raconte cette histoire. Alors à la fin du livre, on a un petit disclaimer, mais jamais on n'aurait pris mes organes car seuls 2 électroencéphalogrammes plats à tant d'heures d'intervalle, blablabla. On a un beau disclaimer scientifique. Bon, on n'est pas dupe, on n'est pas dupe. D'abord pour une simple et bonne raison qui est complètement irréfutable, c'est que aucun spécialiste dans les pays du monde entier ne s'accorde sur le plan scientifique, je parle sur le plan scientifique, sur les critères de définition de la mort encéphalique. C'est un vrai catch-22 ce truc-là, c'est comment dire, un constat légal de décès anticipé, donc un espèce de réflexe de la forme pour permettre sur le plan légal le prélèvement d'organes vitaux vivants. Bon, il fallait bien donc parler de mort, mais comme m'a dit une dame confrontée à la question, mais attendez, il y a plusieurs morts. La mort du don, enfin la mort pour le don d'organes, la mort, c'est pas la même chose, il y a plusieurs morts. Donc vous voyez, ça tient même pas la route. Voilà. Coma dépassé équivaut à la mort encéphalique. Quand vous demandez au Japon, ils savent depuis longtemps que la mort encéphalique, c'est un concept qui permet de prélever les organes, mais c'est pas une réalité scientifique. Bon, donc ils regardent nos débats censurés en France avec un peu de commisération, on va dire. Eux, ils sont un peu déjà sur une autre planète. Je crois qu'ils sont un peu passés au 21e siècle, mais nous, on est un peu restés coincés en mode rétro, quoi. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir en fait que ce bouquin a pu être édité en poche, mais à condition que, parce qu'il ne faut pas toucher aux dons d'organes, il ne faut pas décourager les gens, etc. Alors moi pendant ce temps-là, je suis en Californie, puis en Inde et en Chine, alors là on voit des choses complètement dingues. Il y a des médicaments qui sont imprimés en Inde. Bah oui, Big Pharma fait fabriquer ses médicaments en Inde. Donc déjà, il y a le savoir-faire là-bas. Après, il n'y a plus qu'à avoir, vous savez qu'en Inde, ils sont leaders mondiaux dans la e-santé, donc le numérique dans la santé. Donc après, il n'y a plus qu'à reprendre certaines connaissances pour réimprimer selon divers modes les médicaments, tout simplement. Donc il y a des médicaments qui sont imprimés à l'heure actuelle en Inde avec des imprimantes 3D. Donc Big Pharma est un peu en train de se faire avoir au coin du bois, si vous voulez mon avis, mais ça n'est que mon avis. Il y a aussi le cœur artificiel qui avance, les essais sur l'homme commencent, il est prêt, paraît-il. Alors, est-ce que c'est de la gonflette marketing ou pas En tout cas, le cœur artificiel en Chine et en France, donc celui de Carmat et puis celui développé par les Chinois. Dans les deux cas, on a l'industrie aéronautique qui concourt à la réussite du projet. Ils sont quasiment prêts. Alors quand nous on parle de don d'organes, encore on est un petit pays, mais imaginez en Chine, en Inde, il y a déjà plus de 2 millions de gens qui attendent des organes. Enfin je veux dire, le don d'organes ça marchera jamais. Il y a un médecin chinois qui me disait pour le don d'organes chez nous, il faut faire revenir Hitler, Mao, le grand bond en avant, la solution finale. Enfin voilà, et encore on aura pénurie, donc c'est juste impossible. Et du coup, ils se sont axés sur
des alternatives viables, beaucoup plus tôt que nous, comme au Japon par exemple, avec les cellules souches, la médecine régénératrice. Nous, comme on continue à tenir le discours d'hier, d'avant-hier, non, non, mais le don d'organes, ça marche, les électroencéphalogrammes plats, le diagnostic le meilleur au monde, mais les Américains, ils sont bidonnés par terre hein, quand ils entendent les chefs de service de la Pitié-Salpêtrière en réa affirmer qu'on a le meilleur diagnostic au monde de mort encéphalique. Ils me disent, ah, l'exception culturelle française a encore frappé. Donc en fait, j'ai compris qu'en France, aux États-Unis, ils se renvoient la balle. Vous, vous avez des problèmes d'éthique, mais nous, on est irréprochables. Évidemment, le camp américain réplique, non, non, nous, on est bien, c'est vous que vous avez les problèmes d'éthique. Enfin, c'est vraiment la cour de récré, quoi. Donc c'est un peu curieux. Et en attendant, en Chine et en Inde, on n'a pas de blabla. On a des gens qui font et qui sont en train de tout disrupter. Ils disruptent allègrement Big Pharma, Big Biotech, avec nos gènes qui sont déjà brevetés. Et oui, il y a des patents sur nos gènes. C'est bien de breveter des, comment dirais-je, des processus de fabrication, comme on fait dans l'industrie. Ça, c'est très bien. Mais breveter la matière première, comme le corps humain, je pense que c'est pas une bonne idée et que les gens vont pas aimer. Vous voyez, on se fait la réflexion. Donc, mes organes appartiennent à l'État, pour qu'il puisse y avoir des chirurgiens qui les récupèrent et qui les transplantent. Mes gènes appartiennent à Big Biotech qui a mis des brevets, des patents dessus. Donc homo patentus, à qui appartient le corps humain? Est-ce que finalement je possède mon corps? Ben non, c'est ça la grande découverte et c'est un peu la motivation de cet atelier e-santé. Moi je me balade beaucoup dans le monde parce que j'écris des fictions. Qui sont un peu sur le sujet d'ailleurs, un peu beaucoup, et donc je vois bien ce qui se passe dans les différents pays, les raisonnements, et en fait l'effort pour remettre le patient au cœur du système de santé, il est mondial. Parce que d'abord dans le monde, jamais, nulle part, à aucun moment, sauf peut-être dans une utopie, qui a duré peut-être quelques années, dans un pays donné, faut chercher, j'ai pas encore l'info, mais si vous l'avez, je suis preneuse. Là, le patient était au cœur du système de santé. Vous voyez, on avait le One Love de David Guetta. Super, mais ça, voilà, sinon le reste du temps, non, le patient n'est absolument pas au cœur du système. Et donc, c'est un petit peu ça l'objet de mes préoccupations. Donc, juste pour terminer, parce que ça peut être qu'un rapide tour d'horizon, je voulais dire que pendant que l'Agence de la biomédecine, lors de ses journées annuelles, qui ont lieu en ce moment même à Paris, donc hier et avant-hier, les 30 et 31 mai 2013 à Paris, répète, réaffirme haut et fort que le lambda, donc moi, vous, enfin tout le monde, ne doit pas faire séquencer son génome sous peine d'amende et de prison. Mais pendant ce temps-là, vous avez à l'Université de Californie, à Irvine, j'ai vu ça en vidéo tout récemment, et puis je suis en contact avec le monsieur qui chapeaute le projet sur Facebook, plus exactement son frère, ou son cousin, pardon, son cousin. Il y a une appli d'intelligence artificielle qui a été mise au point, et elle fonctionne sur le modèle du robot Watson d'IBM. Ça va plaire à Jean-Michel Biot, ça. Je sais qu'il va se régaler, hein, le Bio Show. Donc il parle du robot, enfin de l'ordinateur Watson d'IBM qui aide les médecins et les chirurgiens à l'hôpital pour faire des diagnostics et pour opérer. Donc cette appli d'intelligence artificielle indique directement par combinaison judicieuse de ce qu'il a dans sa base de données, en fait, comment insérer au moindre coût à délai raisonnable telle séquence à tel endroit d'une séquence génétique. Et l'appli s'appelle Crick, comme un cric quand on répare une roue, donc le truc qui s'étire, on voit bien le gène, comme ça. Mais en plus, il faut savoir que c'est Watson et Crick qui ont, on va dire, trouvé la structure de l'ADN en 1953. Donc c'est marrant parce que Crick, avec cette image du Crick pour réparer un pneu, là on surélève, le truc qui se lève, et puis Watson avec élémentaire mon cher Watson, et puis le Watson d'IBM qui est à l'hôpital et qui aide des médecins et qui est meilleur que pour des diagnostics, voilà, pour faire des diagnostics dans des cas complexes, et même pour assister des chirurgiens à des opérations, quoi. Il paraît qu'il n'y a pas mieux.
Donc est-ce que les chirurgiens vont être remplacés par des robots? Il y aura moins d'erreurs, remarquez. C'est pas encore pour tout de suite, mais au moins déjà ils sont assistés par de l'intelligence artificielle et des machines. Et donc on a la société IBM qui est en route pour pour numériser l'humain, voilà, Digitalization of the Human Being. Alors l'autre truc complètement hallucinant que j'ai vu, c'est toujours en Californie, à Irvine, le joke, c'est les médecins ou les gens qui se baladent avec leur petite clé USB, j'en ai pas une dans le coin là. Enfin bon, une clé USB quoi, un flash drive, un thumb drive, ce que vous voulez, où ils ont leur intelligence, il y a le cerveau humain qui est là-dessus, donc ils ont en quelque sorte téléchargé leur cerveau. Alors il y a des fictions américaines là-dessus, qui ont eu des prix déjà. Alors, du coup, pour voyager demain, on pourra désolidariser son esprit de son corps. On le fait déjà avec les transplantations, remarquez. Hein. Quand on prend l'organe de quelqu'un, qu'on le met dans quelqu'un d'autre, on désolidarise le corps et l'esprit. La base de l'être humain, c'est que le corps et l'esprit ne font qu'un. Donc on se demande ce que ça va devenir dans l'avenir, cette affaire-là. Parce que si vous téléchargez votre cerveau sur une clé USB et puis que vous changez de corps, alors évidemment, selon que vous avez plus ou moins d'argent, vous pourrez vous payer un corps plus ou moins bien. On imagine que dans une certaine fiction, d'ailleurs, les prisonniers, ils déposent leur corps avant d'entrer en prison et puis on met leur clé USB esprit et tu l'as sur une étagère pendant le temps de la peine de prison et pendant ce temps-là, leur corps sert à quelqu'un d'autre, peut-être un prisonnier qui sort de prison justement. Et eux, en sortant de prison, ils ont ce qu'ils trouvent comme corps, quoi. Alors qu'on peut imaginer des stars qui peuvent s'offrir des corps, qui voyagent comme ça de Paris à New York, avec un corps tout neuf qui les attend à New York, plus jeune. C'est quand même... c'est curieux. Donc je trouve qu'on vit une époque passionnante. Enfin, moi j'écris des fictions, donc je me régale. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs réalités, qu'on peut choisir vraiment son monde, et que le monde d'aujourd'hui, c'est comme le système de santé français, il est à 7 vitesses, non pas à cause de l'argent, des revenus, mais à cause de l'info. Voilà, selon que vous avez une info, vous pouvez accéder à une certaine réalité, à une certaine élite, et puis selon que vous ne l'avez pas, tant pis pour vous, vous êtes le pauvre de demain, le pauvre citoyen lambda 1.0 qui est la vache qui regarde passer le train et qui a raté le train. Alors c'est quand même fou cette histoire de insérer au moindre coup à délai raisonnable telle séquence à tel endroit d'une séquence génétique, parce que ça veut vraiment dire qu'on bricole l'humain. Les Chinois, ils font ça à tour de bras. Donc on est les Indiens aussi, puis en Californie aussi. Donc on a un grand axe. Je simplifie un peu parce que quand je dis Inde, Chine, États-Unis, d'abord certains n'incluent pas directement l'Inde, ils incluent que la Chine et les États-Unis. D'autres pourraient inclure d'autres régions, parce que quand on parle des USA... je pense pas que l'Iowa soit inclus dans le truc. Je pense que c'est plutôt l'université de Californie d'Irvine et puis certains coins où il y a de l'innovation, mais je dirais pas forcément l'ensemble des États-Unis. Et donc on est en train de bricoler l'être humain pour permettre de faire des enfants qui n'auront pas de maladie, qui auront en tout cas pas les maladies qu'on veut éviter. Et puis, pourquoi pas créer des athlètes, des gens augmentés. Les Chinois sont en train de préparer une race enhanced, comme ils disent. Donc, en fait, la fusion homme-machine est déjà en route. C'est frappant quand vous voyez les prothèses qu'on fabrique pour des athlètes à très haut niveau, pour des mannequins qui ont été amputés, c'est incroyable, quoi. C'est des prothèses qui leur permettent de battre des records qu'ils ne battraient pas s'ils étaient full biologique, quoi. Donc bon, en fait, quand vous regardez ce qui se passe dans les journées de réflexion par l'agence de la biomédecine sur le don d'organes et tout, on est dans le monde des années 80. Et quand vous écoutez des médecins nobélisables, peut-être nobélisés, de l'université de Californie à Irvine, ils vous disent que l'ère du donneur biologique, du donneur full biologique, c'est l'ère de l'esclave d'hier, quoi. C'est l'ère
oui, des esclaves, mais qu'on s'achemine vers des robots qui vont remplacer les esclaves et les donneurs full biologiques. Vraiment, je caricature énormément parce qu'on sait tous que si on veut sponsoriser l'esclavage moderne, on n'a qu'à acheter nos vêtements à Carrefour et tout ça, parce que là, il y a du made in Bangladesh. Donc on sait bien que les esclaves n'ont pas totalement disparu du monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, une petite remarque intéressante pour dire patient donneur et patient receveur. Savez-vous les termes que les chirurgiens transplanteurs emploient, qui sont pleins de sens? Eh bien, un patient donneur en mort encéphalique est un esclave. Un patient receveur d'organes est un maître. Je pense qu'ils ont tout compris. Voilà. Mais écoutez, sur cette petite note un peu philosophique, je m'en excuse parce que j'ai pas cette prétention-là, je clôt la petite séance de l'atelier e-santé pour aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, au revoir.